BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. On va partir tout de suite à Bruxelles. Je vous salue dans ce studio. Hugo Micheron, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, vous êtes spécialiste du djihadisme. C'est vous qui avez mené cette très large enquête sur les démocraties européennes face au djihadisme. Ça s'appelle La colère et l'oubli. On va revenir avec vous dans un instant sur ce qu'il s'est passé à Bruxelles, le profil et aussi ce qu'il s'est passé à Arras et avant cela en Israël. Mais je le disais, on part tout de suite à Bruxelles. Vous retrouvez Samy Sfaxi. Vous êtes en direct et vous nous l'apprenez, on l'a su il y a quelques instants. Le suspect de la tuerie d'hier soir aurait été interpellé. Il serait blessé au thorax. C'est bien ça, Samy ? Oui, écoutez, c'est le parquet qui l'a annoncé. En fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'un suspect avait été neutralisé et nos confrères de la RTBF ont publié cette information. Il aurait reçu une balle au niveau du thorax dans le quartier de Scarbeck. C'est là où il habitait, mais il n'a pas été neutralisé dans son domicile. Et c'est vrai que depuis hier, les recherches, elles se concentraient dans ce quartier-là. Je vous cache pas, Apolline, que c'est un ouf de soulagement quand même pour beaucoup d'entre nous, pour nous tous finalement ici, pour tous les Bruxelloises, les Bruxellois qui étaient inquiets de voir cette situation. Parce qu'il faut bien imaginer la situation. Depuis hier, vous aviez un individu qui était lourdement armé, qui avait tué 2 personnes et qui était fugitif. Et donc il y avait cette traque qui était en cours. Les autorités avaient appelé les Bruxelloises et les Bruxellois à rester confinés chez eux. Donc il y avait vraiment une grande inquiétude. On pouvait le lire sur le visage des gens ce matin. Le gouvernement s'est réuni ici toute la nuit pour faire un point sur la situation. Mais ce matin, il semblerait vraiment que l'inquiétude retombe un peu avec cette information. Encore une fois, son identité doit être confirmée. Ça sera fait dans les prochaines minutes. Merci Samy Sfaxi en direct de Bruxelles. Je rappelle le bilan, 2 morts, 1 blessé grave. Et donc, vous le disiez à l'instant, le suspect a donc bien été interpellé. Samy Sfaxi nous disait à l'instant qu'il a été interpellé à Scarbeck. Et je vous ai vu, Hugo Micheron, tilter sur Scarbeck. Scarbeck, ça ne vous est pas du tout inconnu? Non, Scarbeck, c'est l'une des 5 communes de ce qu'on appelle le canal de Charleroi à Bruxelles. Et c'est l'une des communes qui a été très touchée, notamment par le recrutement djihadiste et les départs pour la Syrie et pour l'Irak. Il y a une spécificité à Bruxelles par rapport à la situation française qu'il faut comprendre, c'est que déjà, Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale a été extrêmement touchée par les départs. Il y a en Belgique, il y a 3 zones principales. Il y a Anvers et Bruxelles qui sont les 2 plus grosses zones qui ont été frappées par les dynamiques djihadistes sur les 10 dernières années. Et au sein de Bruxelles, il y a véritablement 5 communes, dont Scarbeck, qui est en fait très proche d'une autre commune très connue, qui est celle de Molenbeek. La deuxième spécificité de Bruxelles, c'est que ces communes sont dans le centre de la ville. Il n'y a pas de situation de banlieue, si vous voulez, comme en France. Et puis le troisième élément, c'est que ce sont des environnements urbains extrêmement denses. Et donc ça, c'est tous ces éléments qui fait que c'est particulièrement difficile. On se souvient par exemple que Salah Abdeslam, le survivant du commando du 13 novembre, s'était caché, alors lui à Forêt, juste à côté de Scarbeck et de Molenbeek, et que cet environnement urbain très dense fait qu'il avait été caché pendant près de 4 mois à seulement 400 mètres de là où il avait grandi. En l'occurrence, là, pour le suspect donc présumé, il ne se sera agi que d'une nuit. Je voudrais qu'on revienne avec vous justement sur à la fois le profil du suspect et sur ses cibles suédoises. Sur son profil d'abord, le nom qui est apparu dans les médias et évoqué par le ministère belge, c'est Abdelsalem El. Il serait donc connu des services de police belges pour, je cite, trafic d'êtres humains, séjour illégal, atteinte à la sûreté de l'État, tunisien en situation illégale en Belgique, qui vivait donc, vous le disiez, juste à côté de Scarbeck et donc à côté de Molenbeek. Il avait introduit une demande d'asile en novembre 2019, n'avait pas obtenu cette demande d'asile, mais pour autant n'avait pas été expulsé. C'est un profil qui vous paraît assez classique? C'est un profil qui est beaucoup revenu ces derniers temps, mais ça ne doit pas du tout nous leurrer sur la réalité du djihadisme en Europe. C'est-à-dire que ça, c'est une composante qui est beaucoup visible en ce moment parce que c'est eux qui passent à l'action. En tout cas, dans les derniers cas, que ce soit en France ou en Belgique ou en Allemagne, c'était ce genre de profil. Mais il ne faut pas oublier que le gros du djihadisme européen est européen. Et ce sont rarement... Et ça, c'est quelque chose
qu'on n'entend pas du tout dans le débat public aujourd'hui, aussi parce que ces sujets-là font l'objet d'instrumentalisation et on a tout un tas de vendeurs de solutions express et rapides qui sont là-dessus, qui se trompent sur la réalité du djihadisme européen, puisqu'en fait, le gros de ce qu'a été les troupes de Daesh en Syrie et en Irak, c'était des gens qui étaient nés et qui avaient grandi en Europe. Donc ça il faut faire très attention. Il y a une dynamique là à travers ce qui s'est passé à Arras, l'assassinat extrêmement dramatique, qui était un Caucasien, un Ingouche, donc un Russe. Il y a évidemment, on se souvient de Samuel Paty, l'auteur était un Tchétchène. Cet individu-là, donc en attente de confirmation, mais a priori tunisien. Ça veut dire qu'en fait, on est sur les marges du phénomène djihadisme européen. On n'est pas au cœur, on n'est pas sur les groupes qu'on a vus s'activer. Donc, ce qui nous fait dire que d'une part, on n'est pas encore en période de... J'ai envie de dire que c'est très inquiétant ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que là, ce ne sont que des soubresauts individuels. Au fond, si je vous écoute, vous qui avez mené cette enquête, y compris sur les racines du djihadisme, vous dites au fond que ce sont des passages à l'acte quasiment individuels qui peut-être sont échauffés par la situation en Israël, à Gaza, qui a réveillé au fond ces personnes dormantes. Ce n'est pas encore presque, j'ai envie de dire, le réveil d'une mise en place d'un terrorisme sourd qui pourrait arriver dans un second temps ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut être prudent. Voilà, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a des dynamiques. Moi, ce que je dis, c'est que le terrorisme, c'est qu'une expression du djihadisme, mais il n'y a pas de djihadisme par intermittence. Il y a des flux djihadistes et des reflux. Et là, depuis 2020, on était plutôt dans une période de marée basse, même si j'avais souligné à quel point c'était important de comprendre qu'on était sur une période de marée basse, mais à des niveaux qui étaient déjà très préoccupants, justement parce qu'il y avait ces attaques de ces individus isolés. Ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, on ne bascule pas brutalement dans une période de marée haute. Par contre, vous avez totalement raison de souligner que là, on a un triple contexte qu'il faut superposer pour comprendre aussi ce qui se joue. Allez-y, Hugo Micheron. Merci. On a premièrement le contexte évidemment qui échappe à personne, qui est le regain de tension extrême au Proche-Orient, avec dans les jours à suivre probablement la riposte israélienne qui s'annonce très très dure. Et donc tout ça participe aussi d'une montée en épingle sur les réseaux sociaux qui fait monter énormément la pression dans les milieux islamistes en Europe, avec notamment, il faut le rappeler, un appel à passer à l'acte qui avait été lancé la semaine dernière par un des responsables du Hamas. Donc ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui se passe depuis 3 ans et qu'on a tendance à voir comme étant très lointain, alors que moi j'ai tendance à dire qu'en fait, ça nous concerne directement. Le premier de ces éléments, c'est l'Afghanistan, notamment le retour des talibans depuis 2021 et dans leur sillage de Daesh en Afghanistan qui a essayé de projeter des attaques vers l'Europe. Donc, est-ce que cet individu... J'allais m'arrêter un instant sur ce mot de Daesh que vous venez de prononcer, puisque Abdesalem, a dit avoir fait allégeance à Daesh. Il a publié sur les réseaux sociaux hier soir une vidéo revendiquant ses actes, cette tuerie qui a fait donc 2 morts et un blessé grave. Et ce revendiquant de Daesh, ça vous paraît crédible ? Ça peut être même une revendication individuelle. C'est-à-dire ça ne peut ne pas être Daesh qui l'a directement mandaté, mais lui-même qui se revendique de Daesh ? Oui, ça c'est tout à fait possible parce que Daesh a plusieurs types d'attaques. Il y a les attaques projetées. Donc ça, c'est typiquement le 13 novembre. On a un commando qui a été formé pour une opération spéciale et qui est projeté en Europe. Il y a les attaques inspirées. Et là, ça serait peut-être ça, mais il est encore très tôt. Si ça se trouve, on va découvrir tout un réseau derrière. Et évidemment, on espère que c'est pas ça, mais il convient encore de voir. L'individu vient juste d'être arrêté. Le deuxième élément de contexte qui était très important, c'est évidemment tout ce qui se passe au Sahel. Et là, depuis 2020, on a aussi une avancée des groupes djihadistes. Et à ma connaissance, toute la bande sahélienne, c'est le plus grand espace qui était livré à la prédation des djihadistes, qui n'ait jamais existé. Le dernier élément de contexte, il ne faut pas perdre de vue la Syrie et l'Irak, qui pourraient aussi se réactiver à l'aune d'un embrasement régional. Donc là, on n'est que dans l'hypothétique. Il ne faut pas s'alarmer, mais il faut être très vigilant sur tous ces points. Dernier élément de contexte, et qui est très lié, je pense, à cette attaque, c'est tout simplement l'attaque du Hamas contre Israël samedi et la réponse d'Israël à Gaza. Je pensais à la menace d'Al-Qaïda qui a été formulée contre la France et la Suède en septembre. Alors j'allais y venir, cette question de la cible, puisque vous le dites, en effet, les 2 personnes qui ont été visées par ce tueur sont de nationalité suédoise. C'était des supporters suédois qui étaient venus pour le match qui avait lieu à Bruxelles hier. Pourquoi la Suède ? Alors,
Pourquoi la Suède? Il n'y a pas de bonne raison, mais la justification djihadiste... Pourquoi aux yeux voilà. du tueur la Suède? C'est un fonctionnement par analogie. Vous savez sans doute souvenir que cet été, il y a eu des manifestations de mouvements d'extrême droite en Suède qui ont brûlé des Corans. Et vous savez que depuis l'affaire des caricatures danoises en 2005 en Europe, il y a un fil rouge qui excite beaucoup les réseaux djihadistes européens, c'est de se prétendre les défenseurs du prophète ou défenseurs en tout cas les assassins de ce qu'ils appellent les blasphémateurs. Et du coup, il y a eu une tension très forte en Suède autour de ces manifestations d'extrême droite qui a amené Al-Qaïda tout d'un coup à condamner non pas ce groupe d'extrême droite, ce qui serait déjà en soi problématique en démocratie, mais en fait l'ensemble de la Suède et même par analogie l'ensemble des Suédois qui deviennent donc des cibles. Et donc c'est en fait une manière, on le voit bien, de s'immiscer dans les débats publics européens et surtout d'exercer une énorme pression sur les débats démocratiques internes aux démocraties européennes. Vous parlez de la démocratie, on va y revenir aussi. La démocratie a-t-elle les armes suffisantes pour faire face à ces situations de radicalisation extrême? Je voudrais qu'on parle aussi avec vous, Hugo Micheron, de la question de la Belgique et puis ensuite de la question des étrangers fichés S ou radicalisés. Sur la Belgique d'abord, vous le disiez, vous parliez de ces régions de Bruxelles que vous connaissez extrêmement bien parce que vous avez enquêté dessus. La Belgique est un pays dont sont partis beaucoup de djihadistes, mais où se retrouvent aussi aujourd'hui un grand nombre de radicalisés? Oui, en fait, alors les chiffres dont on dispose là, qui seraient autour de 600 personnes fichées pour radicalisation extrême en Belgique, ce sont des chiffres importants puisque c'était 600, c'était le nombre de Belges qui avaient été impliqués dans les filières de Daesh. Entre 2012 et 2018, ce qui veut dire en fait qu'on aurait, si ces chiffres sont valables, on aurait recomposé en fait le stock de djihadistes potentiels en Belgique. Encore une fois, ce qui montre bien que le djihadisme n'est pas derrière nous, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement conscient des enjeux actuels. Et tous ceux qui ont voulu nous faire croire que c'était une petite poussée de fièvre, l'épisode de Daesh, je pense devront être mis devant leurs responsabilités aussi. D'autre part, sur la question de la Belgique. En fait, la Belgique fait partie de ces 7 ou 8 pays européens qui ont été largement concernés par les départs, mais en proportion, c'est de loin le pays qui a été le plus grand exportateur, pardonnez-moi le mot, de djihadistes vers la Syrie et l'Irak. Et c'est d'autant plus important pour nous que, vous l'avez souligné, la Belgique est aussi ce pays capitale, enfin Bruxelles, capitale de l'Europe, ouvert à tous les vents, avec un certain nombre qui a été souvent en fait utilisé comme une base arrière pour les djihadistes, parce que les djihadistes adorent les zones frontières, et la Belgique en est une, vers la France, vers la Hollande, vers l'Allemagne, vers l'Angleterre aussi, et Bruxelles typiquement par ses connexions de train est un hub qui permet de connecter toute l'Europe, et ils avaient utilisé ça pour projeter les attaques. On se souvient très bien des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam est d'ailleurs toujours retenu en Belgique, la Belgique ayant refusé pour l'heure de le renvoyer en France pour purger sa peine. Lorsque vous dites cela, on se souvient aussi qu'il y a eu ces derniers jours des manifestations pro-palestiniennes qui ont été pour le coup autorisées à Bruxelles, contrairement à la France qui a interdit ces manifestations. Il y a eu des manifestations pro-palestiniennes dans les rues de Bruxelles avec des slogans parfois totalement hostiles à Israël. Il y a eu aussi des écoles qui ont été brûlées en Belgique ces dernières semaines par des militants extrémistes qui s'en prenaient notamment à l'idée d'une éducation sexuelle prodiguée à l'école. Tout ça, c'est une sorte de terreau. On parle désormais d'islamisme d'ambiance. C'est notamment une expression qui a été faite par le ministre de l'Intérieur ici en France. C'est particulièrement le cas en Belgique? Oui, moi j'ai du mal avec cette expression parce que je trouve qu'elle, tout simplement parce que je la trouve très vague et que je pense qu'au contraire les djihadistes fonctionnent en système et que tout ça est très identifiable. C'est pas du tout une ambiance. C'est quelque chose de très précis en réalité. Il y a des systèmes sur les réseaux sociaux qui se connectent à des façons de procéder qui sont souvent très ancrées dans les territoires. Et justement, vous voyez, on parle de 5 communes sur 20 à Bruxelles, et au sein de ces communes, en fait, il faudrait être même plus précis. Si on parle de Molenbeek, par exemple, les dynamiques sont essentiellement dans le centre communal de Molenbeek. Donc, sans faire de géographie ultra locale, je pense que c'est important de comprendre qu'en Belgique, effectivement, c'est aussi un pays qui politiquement ressemble un peu je vais employer un mot grossier, c'est un idéal type, c'est-à-dire qui ressemble un peu à tout ce qu'on peut trouver ailleurs en Europe, mais qui est concentré en Belgique. C'est une sorte de quintessence de l'étude du djihadisme, quoi. Même pour vous, c'est presque un laboratoire du djihadisme européen. C'est en tout cas, si vous comprenez ce qui se joue en Belgique, vous pouvez comprendre ce qui se joue ailleurs, et notamment si vous comprenez ce qui joue à Bruxelles. Et je reviens sur un événement que vous venez de mentionner, qui est ce qui s'est passé
à la fin de l'été sur ces écoles brûlées. Ces écoles, c'était important de voir que elles ont été l'offensive de deux groupes militants très différents. D'un côté, des groupes plutôt proches des islamistes, alors pas tant djihadistes que islamistes proches, on va dire, de la mouvance frériste ou salafiste, mais aussi... Et des chrétiens radicalisés, extrémistes. Plutôt proches de la mouvance d'extrême droite. Donc là, c'est là aussi intéressant de bien comprendre qu'à un moment donné, ce qui... Presque une association entre ces deux faux ennemis. En tout cas, une convergence de vues sur la question de l'école et une convergence de vues sur le fait qu'il faut intimider le système éducatif, en l'occurrence en Belgique, mais on voit très bien, notamment à l'aune de l'actualité extrêmement tragique par rapport à Arras, que l'éducation nationale est aussi sous pression, en tout cas visée par des tentatives d'intimidation, il faut bien le dire, au-delà des meurtres d'enseignants. Hugo Micheron, vous venez de nous faire quasiment une géographie, j'allais dire presque rue par rue, en tout cas quartier par quartier, du djihadisme. Vous refusez un regard qui serait trop vague, posé comme une sorte de nébuleuse. Vous, votre étude le montre, ça n'est pas une nébuleuse vague. Il y a des choses très précises, on a quasiment des adresses, on a des chemins, on peut tirer des fils. Ouais. C'est d'autant plus inquiétant quand on vous écoute parce que la réponse n'a pas l'air aussi précise. C'est-à-dire que si vous savez, Hugo Micheron, où habitent les djihadistes, quasiment rue par rue, pourquoi alors n'a-t-on rien fait? Alors, je n'ai pas la prétention de savoir ça, mais ce que je veux dire par ce terme de géographie, c'est que les dynamiques de militants sont toujours ancrées dans des territoires. Ça, c'est le premier point. Pour répondre à votre question, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut pas croire. Ce qu'il ne faut surtout pas croire, c'est qu'on peut régler une situation dont j'essaie de montrer qu'elle a mis 30 ans à se construire, à se matérialiser pour aujourd'hui devenir particulièrement visible, que tout ça qui a pris 30 ans va se régler en 2 mois. Ça, ce sont des mensonges. Par contre, ce qu'il ne faut pas dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le terrorisme, c'est une chose. Ça, c'est aux mains de l'État et on va dire, de tous les hommes et femmes qui sont chargés de la sécurité des Français, des Belges, des Européens. Ça, c'est un point. Mais il y a une dimension politique. Et parce que ce que vise fondamentalement le djihadisme, c'est les principes fondateur de ce que sont les démocraties. C'est presque démocratie contre cet islamisme ou cet extrémisme absolu. Je voudrais préciser pour ceux qui nous regardent sur BFM TV que les images que vous voyez sont les images de Scarbeck, ce quartier dont vous nous parliez. C'est là donc que le suspect a été interpellé il y a quelques minutes. Ces images sont donc en direct de ce quartier de Scarbeck. Hugo Micheron, vous avez d'ailleurs dit ceux qui ont voulu nous dire qu'il ne s'agissait que d'une poussée de fièvre ponctuelle, devront à un moment répondre de cela. À qui faisiez-vous allusion? Je pense en fait à un débat public qui a été à un moment donné entre 2015 et 2018 extrêmement divisé sur le sujet, alors qu'on avait la possibilité, je pense, de débattre posément en ce qui concerne la recherche, par exemple, diagnostic et recherche. Démonstration contre démonstration, c'est-à-dire c'est pour ça que la recherche... Vous êtes chercheur, vous estimez qu'il faut pouvoir faire des recherches sur ce sujet. En discuter sans avoir forcément à se faire si vous voulez, qu'il y ait une guerre de chapelle derrière, mais sans non plus minimiser. Et j'ai tendance à penser que le travail de la recherche qui est d'éclairer et d'apporter des éléments a été à un moment donné politisé et qu'on a eu tendance à vouloir expliquer que tout ça finalement c'était pas grand-chose, en tout cas à minorer. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on ne peut plus minorer. Et donc, ce qui est très important, c'est au contraire de faire société autour d'un diagnostic qui doit être posé et qui doit être partagé sans qu'on arrive systématiquement, si vous voulez, à créer des débats pour créer des débats. Hugo Micheron, vous, d'autres professeurs ont été parfois, ou en tout cas ont eu le sentiment d'être quasiment intimidés par d'autres de leurs confrères chercheurs. Gilles Kepel, qui s'exprimait la semaine dernière à ce même micro, a vu sa chaire à Normal Sup fermée, c'est-à-dire que ses études, à la limite, il pourrait y avoir débat sur qui tient cette chaire, mais la chaire elle-même est supprimée, c'est-à-dire que les études sur ces questions-là sont supprimées. On se souvient évidemment de cette chercheuse du CNRS dont la conférence avait été supprimée, ajournée au minimum à la Sorbonne. Cette atmosphère, alors là pour le coup je reprends ce mot d'atmosphère, ça va vous faire hurler puisque vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais en tout cas ce contexte de
de mise en garde, d'intimidation des chercheurs sur ces questions-là, est-ce qu'on peut espérer qu'il est derrière nous, qu'on puisse chercher et débattre de tout en France? Alors moi, je ne parle pas pour les personnes que vous... Elles en parlent très bien pour elles-mêmes et donc et moi, je ne suis pas dans Vous n'avez cette pas été situation. visé par ces Non, mais je ne suis intimidations. pas dans cette situation. Et puis, je tiens aussi à dire qu'à Sciences Po, on arrive très bien à en parler aussi. Enfin, il y a pas, il faut pas hystériser aussi de ce point de vue-là les enjeux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Je crois simplement que le travail de la recherche, il est à la fois très important et il faut rester très humble. Il est d'apporter des éléments clairs pour essayer de poser un diagnostic. La question aujourd'hui, c'est d'arrêter de dire que le djihadisme est derrière nous, ça me semble indispensable, et d'éclairer les enjeux à venir. On ne peut plus minorer, c'est ce que vous dites. Je voudrais vous interroger quand même sur ce chiffre qui a été donné hier par le ministre de l'Intérieur. Il annonce non seulement renforcer les contrôles aux frontières, mais également il parle de 193 radicalisés particulièrement dangereux qui seraient en situation irrégulière. Il demande au préfet de les expulser. Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est que le haut de l'iceberg, ces 193 radicalisés qui sont sur le sol français ? Bah, moi, je pense que c'est pas le chiffre le plus pertinent parce que, enfin, je comprends qu'il fasse l'objet de débats, mais la réalité, c'est plutôt les 1500 personnes radicalisées en détention. Vous voyez, ça, c'est un chiffre beaucoup plus impressionnant qui, là, dit aussi autre chose de ce que peut être l'état de la mouvance incarcérée. Et puis, il y a un certain nombre de sorties. Il y a aussi toute la question des réseaux encore sur place. Il y a encore des centaines de djihadistes européens en Syrie et en Irak dans des situations qui, par définition, ne sont pas pérennes. Merci Hugo Micheron d'avoir fait le point de manière aussi claire ce matin avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Le titre de votre livre, Les démocraties face au djihadisme européen, la colère et l'oubli, c'est chez Gallimard et vous le dites encore ce matin, on ne peut plus minorer.